Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les méthodes physiques d'analyse. Donc ici dans ce deuxième chapitre, on va s'intéresser justement aux méthodes qui vont nous permettre d'analyser un système chimique la plupart du temps par des méthodes physiques. Alors la première, c'est une notion nouvelle, hein, c'est ce qu'on va appeler donc les mesures conductimétriques. Alors on aura déjà fait une activité sur la conductimétrie. Donc en gros la conductimétrie, hein, c'est justement la partie de la physique ou de la chimie qui va permettre de mesurer bien la conduction des solutions. Et donc pour cela, on va introduire une première notion qui est la conductance. Alors qu'est-ce que c'est que la conductance? C'est pas très compliqué puisqu'en fait c'est l'inverse de la résistance. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette conductance? On va passer donc une portion de solution unique entre deux plaques métalliques. Et donc ici, hein, si je fais ça, si je mets ces deux plaques métalliques dans ma solution, je peux entre ces deux plaques imposer une tension et mesurer un courant. Et donc dans ce cas-là, je peux connaître la tension et l'intensité qui va avoir lieu entre ces deux plaques. Et donc, si je connais la tension et l'intensité, je vais pouvoir, grâce à la loi d'Ohm, calculer la valeur de la résistance. Et si je connais la résistance, je vais pouvoir mesurer la conductance, c'est-à-dire l'inverse de la résistance. Donc, on vous dit donc la tension UAB appliquée entre les deux plaques métalliques plongées dans une solution ionique est proportionnelle à l'intensité du courant dans le circuit. Selon la loi d'Ohm, hein, que vous devez connaître, puisque cette loi d'Ohm, c'est quoi? C'est U, alors entre les tensions A et B, est égal à R fois I. Donc R étant la résistance et I l'intensité du courant qu'il traverse. On pourrait mettre des minuscules ici, mais bon, c'est pas très grave. Alors plutôt que la résistance grand R, on utilise par contre en chimie, c'est comme ça. Des fois en chimie, on fait autrement qu'en physique. On va étudier la conductance qu'on va noter G majuscule. Et donc cette conductance, comme c'est l'inverse de la résistance, on va dire que G est égal à 1 sur R. Alors G, on va voir après, donc R c'est en ohm, symbole oméga majuscule, et puis G, alors on pourrait dire des ohms moins 1, c'est tout à fait possible, sauf que il y a une unité pour ça. Le ohm moins 1, c'est ce qu'on appelle le Siemens. Donc c'est le Siemens qu'on va noter S majuscule. Et c'est là qu'on voit qu'il faut bien faire attention à ces unités. Ici, c'est un S majuscule et pas un S minuscule, sinon S minuscule, ça veut dire seconde. Et donc ici, il faut bien faire un S majuscule. Alors, de quoi va dépendre la conductance? Alors si je reprends mes plaques ici, déjà premièrement, on va voir si vous éloignez plus ou moins vos plaques. Plus vous allez éloigner vos plaques et plus dans ce cas-là, votre résistance sera élevée et plus votre conductance sera faible. Même chose ici pour les plaques. Plus vous allez augmenter l'air ou la surface, dans ce cas-là, plus vous allez avoir une conductance qui va être importante et moins votre résistance sera grande. Hein, vous allez permettre aux ions qui sont à l'intérieur de plus facilement se déplacer si vous avez une très grande surface et une petite longueur entre les plaques. Et donc, à contrario, hein, si vos plaques sont très espacées et vous avez une petite surface, vous aurez une petite conductance. Alors, donc, de quoi va dépendre la conductance? Tout simplement de ce qu'on va appeler la géométrie de ça, c'est ce qu'on va appeler la cellule de mesure. Donc, ça va dépendre donc, de la géométrie de la cellule de mesure. Et donc, en effet, si les plaques sont plus espacées ou si leur surface est plus petite, alors la conductance est plus faible forcément ici. Alors, la conductance, le problème, alors ça se mesure, hein, vous voyez, il suffit de mettre deux plaques métalliques à l'intérieur et de les espacer, de mesurer la surface des plaques et la longueur entre les plaques, sauf que c'est pas très pratique parce que, en fait, justement, elle va dépendre justement de cette géométrie. On va préférer plutôt une autre grandeur qui s'appelle la conductivité, et elle, son avantage, c'est qu'elle va dépendre surtout de la nature de ce que l'on va mettre à l'intérieur. Elle va dépendre donc de la nature des solutés que l'on va dissoudre, hein. Ça dépend des ions, de leur condensation, et en même temps aussi ça va dépendre un petit peu de la température. Bon, ça par contre on n'utilisera pas beaucoup. Et donc dans ce cas-là, ça va être plus facile parfois de mesurer ce qu'on appelle la conductivité grâce justement à cette cellule de mesure. Alors donc la conductivité qu'on va noter donc sigma. Alors sigma, c'est cette lettre-là. Je vais marquer ici sigma. Alors je vais vous le faire en plus grand ici pour que vous voyez bien ce que c'est. Hein, là, le sigma, c'est ça. Tac, voilà. J'ai fait pas très bien en fait. Ici, on va le refaire un peu mieux. Voilà, ça c'est mon sigma ici. Donc c'est le sigma. Et donc lui, cette conductivité, elle, est une grandeur caractéristique de la solution et qui va dépendre,
de sa nature, de sa concentration et de la température. En revanche, justement, eh bien l'avantage c'est qu'elle est indépendante de la cellule de mesure. Donc en gros, quelles que soient les plaques que je mette, l'épaisseur, etc., eh bien cette valeur de conductivité, elle sera plus adéquate pour mesurer certaines solutions. Et donc pour pouvoir mesurer cette conductivité, eh bien on va utiliser une formule, alors qu'on aura vu en activité. Sigma est égal à G, c'est-à-dire la conductance, fois donc L sur S. Au point de vue des unités, alors si je prends G, donc la conductance, donc le G, ici on a dit que ça se mesurait donc en Siemens, d'accord. L, c'est la longueur, bah, ça se mesure en mètres. Et S, bah, c'est l'aire de vos plaques, et ça se mesure forcément en mètres carrés. Alors, ce qui veut dire que, eh bien, ma conductance, eh bien, je vais faire des Siemens fois des mètres que je divise par des mètres carrés. Pardon, ma conductivité. J'ai dit conductance, mais c'est conductivité. Ça va donc être des Siemens par mètre. Voilà. Donc les Siemens par mètre, ça va être l'unité de la conductivité. Alors vous voyez en fait ici, ce rapport L sur S, en fait c'est une constante. C'est une constante de ce que vous avez ici. Et donc cette constante, parfois on va l'appeler donc, eh bien, constante de cellule, puisque bah, les plaques ont une certaine surface et souvent bah, la longueur entre les deux, bah, on ne la change pas beaucoup puisqu'elle est déjà fixée. Donc du coup, c'est ce qu'on va appeler souvent la constante de cellule. Alors, cette conductivité de la solution, eh bien, ça va être très intéressant parce que justement, eh bien, ça va dépendre de la concentration des ions. Et donc, si c'est dépendant de la concentration, eh bien, ça va me permettre de déterminer la concentration des ions en solution. Alors, on verra un petit peu plus tard, justement, par exemple, eh bien, à partir d'une courbe d'étalonnage, eh bien, si je mesure justement cette conductivité, eh bien, je vais pouvoir la relier à la concentration. Et il existe une relation simple de proportionnalité entre la conductivité et la concentration des ions à l'intérieur. Cette loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Colroche. Et donc cette loi de Colroche, elle va nous permettre donc de relier eh bien, la conductivité que je vais pouvoir mesurer à la concentration et donc déterminer des concentrations inconnues. Alors, si je mets de côté la variation de température, parce que souvent eh bien, les mesures se font toujours à température constante, eh bien en fait, cette loi va vous dire que cette conductivité, eh bien, elle va dépendre de la nature des ions. Donc en fait, ça va être donné par des constantes qui vont pas être à connaître, et en même temps des concentrations. Donc en gros, eh bien, cette constante-là qui va dépendre de la nature des ions, je sais pas moi, si vous avez par exemple des ions sodium, des ions chlorure, eh bien, ces ions vont conduire plus ou moins le courant électrique à l'intérieur. Et donc ça, ce sont des valeurs qui sont fixes et qui sont constantes, qui seront données. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle conductivité molaire ionique. Alors, donc l'influence de la nature de l'ion est caractérisée par la conductivité molaire ionique, et ça, ce sont des valeurs qui sont données. Alors, comment est-ce qu'on va la noter? On va la noter par la lettre lambda. Voilà, c'est comme ça qu'on la note la plupart du temps. Et puis, bah, elle va être dépendante de votre ion, donc je vais l'appeler lambda x, pour l'ion x. Alors, par exemple, hein, sur la feuille d'après, vous avez des valeurs, ici, de conductivité molaire ionique. Donc, pour l'ion H3O+, j'ai une certaine valeur, et HO-, j'ai une certaine valeur, et ça, c'est forcément, évidemment, ces données, hein, je ne les connais pas par cœur, moi non plus, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez qu'il y a des ions qui conduisent plus ou moins le courant, hein, H3O+, conduit très bien le courant, pareil pour HO-, etc., et un peu moins pour d'autres ions. Alors donc ces conductivités molaires ioniques, alors elles sont données dans une certaine unité, mais on verra ça après. Donc on va la noter lambda x. Et ça, en gros, bah, ça va être votre constante de proportionnalité. Donc la loi de Colroche, elle permet de calculer quoi? La conductivité d'une solution. Donc on vous a dit que justement, eh bien, ce sigma, cette conductivité, était égal eh bien, à une constante de proportionnalité, c'est-à-dire mon lambda x fois eh bien, la concentration de l'ion x. Alors je vais peut-être écrire un petit peu mieux parce que c'est pas terrible ce que j'ai fait. Alors, ça c'est valable si vous n'aviez qu'un ion. Alors, c'est pas possible d'avoir qu'un seul ion en solution. Vous en avez forcément deux, puisque votre solution est électriquement neutre, donc vous avez forcément un ion positif et un ion négatif. Bah donc, si vous avez un ion, eh bien, je vais faire lambda x que je vais donner fois sa concentration, et puis si j'en ai un deuxième, bah, je vais ajouter. Donc, en gros, je vais faire la somme. Si j'en ai 10, eh bien, je vais faire la somme de toutes les conductivités ioniques fois leur concentration de chaque ion pour pouvoir avoir la conductivité totale de ma solution. Donc, je vais dire que ça va être égal à la somme. Hein, c'est ce qu'on avait vu, c'est le symbole sigma. Cette fois-ci, c'est un sigma majuscule. Alors donc, sur i, parce que bah, ça dépend combien j'en ai. Si j'en ai 2, 3, 4, donc je vais rajouter ici des petits i pour dire que
ici, eh bien, je vais faire la somme de toutes les conductivités molaires ioniques fois leur concentration, d'accord, de chaque ion. Donc si j'ai deux ions, bah, je vais faire deux sommes. Si j'ai trois ions, bah, je vais en mettre 3. Si j'en ai 4, je vais en mettre 4, etc. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça, elle est un peu barbare cette formule-là. En fait, elle est très très simple à appliquer, vous verrez bien dans les exercices. Alors, quelque chose de très important, attention, la loi de Colroche n'est valable que pour des concentrations assez faibles, la plupart du temps inférieures à 2,10-2 mol par litre. On verra plus tard que justement, si vous avez des concentrations qui sont trop élevées, eh bien, vous n'avez plus de relation de proportionnalité entre la conductivité et la concentration. Alors donc, il me manquait des petites choses que je vais compléter ici. Donc, on va la noter lambda x I, hein, pour dire que c'est la conductivité molaire ionique de l'ion X, et puis bah, si j'en ai plusieurs, c'est pour ça que j'ai mis en. Alors l'unité est un petit peu compliquée, mais c'est pas à savoir. En fait, elles sont toujours données ici, regardez bien. Ici, j'ai des millisiemens fois des mètres carrés par mol moins 1. Alors dans le système international, par contre, ce seront des siemens mètres carrés mol moins 1. Donc nous aurons des siemens mètres carrés mol moins 1. Et c'est là qu'on va voir toute la difficulté des exercices, ça va être les problèmes dans les unités. Donc en fait, ça c'est le système international, Siemens mètre carré mol moins 1. Par contre, eh bien regardez bien, déjà premièrement, eh bien les conductivités molaires ioniques qui sont données ici c'est en millisiemens. Alors ça c'est pas trop grave si c'est en millisiemens, mais c'est en mètre carré. D'accord? Et le problème c'est que vos concentrations la plupart du temps, elles sont données en litres. Et un litre c'est un mètre cube. Et donc dans ce cas-là, il va falloir faire attention surtout à vos conversions d'unités. C'est marqué là, c'est très important. Alors ici, on va même le stabiloter parce que là, c'est vraiment très important. Attention, attention, c'est là où vous allez vous tromper. Donc elles sont données donc en millisiemens par mètre carré. Il faudra donc penser à convertir les concentrations en mol par mètre cube. Donc vous, vos concentrations sont toujours en mol par litre, et bien là il faudra les convertir en mol par mètre cube. Alors je vous rassure, c'est pas très compliqué. Il faut se dire juste que bah, si dans une solution j'ai une mol dans un litre, et bien si j'ai un mètre cube bah, c'est 1000 fois plus. Donc ça veut dire que j'aurai 1000 mols. Donc ça veut dire qu'en gros ici, et bien ça sera égal à 10 puissance 3 mol par mètre cube. C'est là qu'il faudra vraiment faire attention, ce sont ces unités et ces conversions auxquelles vous allez forcément ne pas y couper. Alors, je vous invite à faire le prochain exercice ici, et puis ben, vous faites pause, et puis ensuite après, eh bien, vous pouvez reprendre l'exercice. Alors, quel est cet exercice? On vous dit donc calculer la conductivité d'une solution. Soit une solution de chlorure de calcium, Ca2+, 2Cl- en solution aqueuse, de concentration molaire en soluté apportée, donc CaCl2 égale 1 fois 10 puissance mol par litre. Première chose, toujours, c'est écrire l'équation de la dissolution du chlorure de calcium dans de l'eau. Donc, alors moi je pars de CaCl2 en solution aqueuse, et puis je vais le dissoudre dans l'eau. La dissolution est une solution, c'est une transformation totale ici dans ce cas-là, puisque j'ai des faibles concentrations. Donc en fait je vais mettre une seule flèche, et puis je peux rajouter ici par exemple dans l'eau, ce qui est à dire que je vais le dissoudre dans l'eau, c'est mon solvant. D'accord? Et donc je vais obtenir deux ions. Donc je vais obtenir l'ion Ca2+, donc aqueux, et puis bah, je vais obtenir les ions Cl- aussi en solution aqueuse. Et puis là, on voit bien que j'ai forcément un 2 qui apparaît pour avoir l'électroneutralité de ma solution. Voilà, donc première question, ça c'était pas trop dur. En déduire les concentrations molaires effectives des ions présents dans la solution. Et c'est là qu'on se trompe très régulièrement. Pourquoi? Parce que justement, bah, vous avez un coefficient 1 ici, 1 là et 2 là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces coefficients stoichiométriques? Eh bien, ça veut dire que la concentration en ion Cl-, forcément, bah, elle va être deux fois plus importante puisque pour 1, vous allez libérer 2. Donc ici, votre concentration ici sera deux fois plus importante. Ce qui veut dire que je peux écrire cette relation-là. Alors la relation ici, donc ça veut dire que la concentration en ion Cl-, eh bien, elle sera égale à deux fois eh bien, la concentration en soluté apportée, c'est de CaCl2. Voilà, donc c'est là où il faut faire très attention. Et puis bah donc la concentration ici en ion Ca2+, eh bien elle, bah, c'est les mêmes coefficients, donc ce sera égal à la même chose, donc ça sera C de CaCl2.
Alors, si vous avez du mal avec ce genre de choses, parce que là, évidemment, souvent on inverse, on sait qu'il y a un coefficient 2, mais on se trompe, on peut raisonner tout simplement sur les quantités de matière. Parce que ça, il y a une relation qu'il faut toujours connaître. C'est toujours quantité de matière divisée par coefficient stoichiométrique égale quantité de matière divisée par coefficient stoichiométrique égale quantité de matière divisée par coefficient stoichiométrique. Alors, si je reprends cette formule-là, alors ça, vous le faites pas, c'est juste pour comprendre. Donc, ça veut dire que la quantité de matière de Ca Cl2 divisé par son coefficient, c'est-à-dire 1, est égal à la quantité de matière de l'ion, donc c'est lequel celui-là, le premier c'est Ca2+, donc Ca2+ divisé par 1 égale quantité de matière de l'ion Cl- divisé par son coefficient, c'est-à-dire 2. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, que ce soit pour les dosages, que ce soit pour les dissolutions, etc., pour savoir que c'est une relation pour les tableaux d'avancement, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qu'il faut comprendre. Donc si je divise par les volumes, je vais obtenir, par le volume de la solution, eh bien je vais obtenir les concentrations, c'est-à-dire que la concentration en CaCl2 est égale à la concentration, alors je vais mettre entre crochets, c'est un peu mieux, tac, tac, tac. Donc la concentration en Ca2+, d'accord, égale la concentration en Cl-, toujours entre crochets, que je divise par 2. Et donc on voit bien que ici, eh bien, je vais bien avoir concentration de Cl- fois 2 fois la concentration de CaCl2. C'est bien ce que j'ai marqué à cet endroit-là. Donc maintenant, je peux faire vite mon calcul, puisque c'est assez facile. Donc ça vous donne 2,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Et puis l'autre, ça vous donne donc 1,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, j'ai plus beaucoup de place, mais vous, ça sera corrigé sur votre feuille. En fait, ici, donc, il faut bien que je fasse attention, puisque je sais que maintenant, si je veux calculer la conductivité de ma solution, eh bien, il faut que je fasse attention aux unités. Et oui, ici, j'ai bien des mètres carrés, donc il me faut des mètres quelque part. Donc ici, il faut que ce soit des mètres. Et je vois que j'ai fait une erreur, j'ai oublié un N-1. Donc ici, donc il faut que je convertisse comment dire, mes moles par litre en moles par mètre cube. Donc j'ai dit, c'est pas compliqué, je fais x 10 puissance 3. Donc ça veut dire que clairement ici, eh bien ça, celui-ci, ça va être égal à 1,00 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3, ça fait x 10 puissance 1 mol par mètre cube. Et puis là, bon, j'ai pas beaucoup de place, vous aurez un peu plus de place, ça vous donne 2,00 fois 10 puissance 1 mol par mètre cube. Voilà, et donc c'est bien ces valeurs-là qu'il va falloir que j'utilise avec la conductivité molaire ionique. Donc écrire l'expression donnant la conductivité de la solution, puis la calculer. Donc il faut que j'écrive le calcul littéral. Ça veut dire que la conductivité de ma solution, ça va donc être égal au lambda de quoi? Eh bien j'ai du Ca2+, donc lambda Ca2+, fois la concentration en ion Ca2+, d'accord, plus bien la deuxième que j'ai, c'est-à-dire le lambda de des Cl-, fois bien la concentration en ion Cl-. Donc si je fais mon calcul, le lambda CAD+, je regarde dans ma table, CA2+, c'est 11,9, fois la concentration en CA2+, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 1, plus le lambda de Cl-, c'est-à-dire 7,63, fois la concentration en CA2+, c'est-à-dire 2,00 fois 10 puissance 1 mol par litre. Et donc si je fais mon calcul ici, eh bien on va trouver 272 millisiemens. Alors parce que ici c'est en millisiemens, c'est pour ça que ça pose pas trop de problème. Donc par mètre carré, par mètre. Voilà. Et voilà votre résultat. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. La seule chose qu'il faut faire attention surtout, ce sont les conversions d'unités. C'est terminé pour cette première partie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.